Bonjour, je présente aujourd'hui la 15e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, programme du Rassemblement pour la démondialisation. Cette vidéo s'intitule « Contrôler l'échange et les mouvements de capitaux ». Et elle se trouve dans la partie 3 de mon programme, sur 10 parties au total, qui s'intitule « Reconquérir la souveraineté monétaire et financière » en sortant de l'euro, en démantelant les marchés financiers en France, en organisant le dépérissement de la bourse et en faisant défaut sur la dette publique pour pouvoir la restructurer. La première chose à faire pour mettre un terme à la crise qui paraît sans fin et supprimer le chômage et la précarité, c'est de retrouver notre souveraineté monétaire et financière. C'est l'objet de la partie 3 de mon programme. Pour y parvenir, plusieurs actions s'imposent, dont la première, pour alléger les souffrances du peuple, le mobiliser et lui montrer que les politiques néolibérales sont vraiment terminées, c'est d'annuler les plans d'austérité. Le nouveau gouvernement annulera donc, par décret et loi, les mesures les plus antisociales, celles qui ont un impact particulièrement négatif sur les populations. Le but est double. Il s'agit d'une part d'améliorer le plus vite possible la situation de millions de nos compatriotes. Et il s'agit d'autre part, en montrant que le gouvernement est différent de tous les précédents, parce qu'il prend à bras-le-corps les problèmes, de donner confiance à la population, de sorte que le peuple soit capable de se mobiliser pour les épreuves qui suivront. L'ordre des mesures à prendre, détaillé dans les vidéos qui vont suivre, part du dimanche soir du deuxième tour de l'élection présidentielle. Dès ce moment, le nouveau président de la République peut et doit prendre des décisions à la suite de son annonce que la France sort de l'euro et de l'Union européenne. Je montre ensuite ce qu'il est nécessaire et possible de faire au jour le jour, sans attendre l'élection de l'Assemblée nationale. Toutes les opérations qui vont être détaillées dans cette vidéo et les suivantes sont nécessaires pour la sortie de l'euro et de l'Union européenne pour résoudre la crise. Nous allons donc parler de la mise en place en France, de manière unilatérale, du contrôle des changes et des mouvements de capitaux comme première étape. Commençons par le contrôle des changes. La France a connu le contrôle des changes entre 1939 et 1967, puis entre 1968 et 1989. Aucune devise étrangère ne pouvait être vendue ou achetée en France sans l'intermédiaire d'un fonds de stabilisation des changes géré par la Banque de France. Rétabli en 1968, le contrôle des changes a été définitivement supprimé en 1989, alors que Pierre Bérégovoy, socialiste, était ministre des Finances. Le Premier ministre était Michel Rocard. Le contrôle des changes avait déjà été assoupli à partir de 1984, quand le ministre des Finances était Jacques Delors, PS encore. Pendant les périodes de contrôle des changes, il n'y avait pas de crise. Le contrôle des changes est une décision prise par un gouvernement pour réglementer l'achat et la vente de monnaies étrangères par ses ressortissants, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, et de sa monnaie nationale par des non-résidents. Il consiste tout simplement à autoriser une opération de change à condition qu'elle corresponde à une réalité économique, par exemple l'achat d'une machine, de marchandises, un voyage touristique, etc. Forex est le surnom universellement donné au marché des changes sur lequel les devises sont échangées l'une contre l'autre, à des taux de change qui varient sans cesse. Ce mot est issu de la contraction des termes anglais « foreign exchange ». Une opération de change est une opération de conversion d'une devise en une autre devise. Il en existe différentes catégories, le change manuel, le change comptant, le change à terme ou le swap de change. Les mesures de contrôle des changes répondent à plusieurs objectifs.
D'une part, il s'agit d'empêcher les achats excessifs de monnaies étrangères, essentiellement par les banques et institutions financières, qui peuvent contribuer à la dépréciation de la monnaie nationale et aggraver le déficit de la balance des paiements, si la monnaie est convertie, bien entendu. D'autre part, il s'agit d'entraver les importations de produits susceptibles de concurrencer l'industrie nationale et de réserver les achats avec des devises étrangères au règlement des importations jugées les plus utiles et les plus urgentes, stratégiques, les biens d'équipement, les matières premières par exemple. Un tel objectif va dans le sens de la relocalisation des productions industrielles et agricoles. Enfin, le contrôle des changes sert à empêcher l'évasion des capitaux et des revenus taxables. Là encore, il ne s'agit en aucun cas de pénaliser les petits acheteurs de devises tels que les touristes, qui bénéficieront de quotas largement suffisants pour leurs dépenses touristiques. Rappelons qu'au niveau mondial, les achats de devises pour le commerce, gros ou détail, représentent actuellement une part de moins en moins élevée de tous les échanges de devises. Le reste est uniquement de la spéculation, parfaitement inutile et même nuisible à l'économie réelle. Les raisons qui expliquent les échanges de devises se distinguent en opérations de commerce international de biens et de services et en opérations internationales de flux financiers comme l'achat d'actions, par exemple pour les investissements directs étrangers, ou d'obligations. On constate cependant que les transactions de devises sont bien plus importantes que l'activité économique réelle. Autrement dit, ces achats de devises ne servent ni à acheter des biens et des services, ni à acheter des titres financiers, mais à acheter d'autres devises dans le but exclusif de spéculer. Le volume quotidien moyen des échanges de devises était en 2007 de 3 210 milliards de dollars, soit une augmentation de 71% des volumes par rapport à l'étude précédente de 2004 réalisée par la Banque des règlements internationaux, la BRI, ou la Bank of International Settlements. En 2013, ce chiffre est passé à 5 300 milliards de dollars. Il était de 4 000 milliards en 2010. Tous les chiffres sont issus de l'étude triennale réalisée sur le marché des changes par cette Banque des règlements internationaux. Le Royaume-Uni et les États-Unis restent largement en tête des échanges, avec plus de 37% de part de marché pour Londres et 18% pour les États-Unis. La France se situe loin derrière, tant mieux, avec seulement 3% des échanges mondiaux en nette baisse depuis 1995. Le PIB mondial étant de 72 000 milliards de dollars en 2012, il faut le comparer au volume des échanges de devises sur un an, 5 300 milliards de dollars, soit 2 millions de milliards de dollars. Cette augmentation est due principalement à l'augmentation de l'activité de trading de ce que l'on appelle les autres institutions financières qui ont contribué pour 85% à cette hausse. Le trading décrit les activités de spéculation réalisées par les traders. Elles incluent les petites banques, les fonds mutuels, les fonds monétaires, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les hedge funds, les fonds de devises et les banques centrales. À l'intérieur de cette catégorie des autres institutions financières, la croissance est surtout venue du trading haute fréquence. Il est utilisé par certains hedge funds et des sociétés spécialisées qui ont des flux directs sur les places de négociation. Une avance sur les cotations de quelques millisecondes est l'objectif recherché. L'installation de leurs serveurs informatiques près des systèmes d'échange des places de négociation pour grappiller des microsecondes ou millionièmes de secondes leur permet de gagner sur le temps qu'on appelle de latence dans leurs exécutions. Le temps de latence est le temps qu'un ordre d'achat ou de vente de titres par électronique met pour parvenir au marché.
C'est en optimisant ce temps de transmission que de nombreux fonds disposent d'un avantage compétitif sans équivalent. Il s'agit de maximiser la vitesse des logiciels et des connexions avec des transmissions de données ultra rapides. Ensuite, il faut trouver l'œuf en or, le golden egg, en d'autres termes, le bon pigeon. Le golden egg est une contrepartie dont les systèmes d'information sont plus lents que ceux utilisés par le hedge fund. Le trading électronique a donc été l'instrument de cette hausse, particulièrement le trading algorithmique. Il s'agit de systèmes de transactions autonomes. En effectuant des opérations plus rapidement, ils offrent des possibilités de gains là où le trader ne peut intervenir. Il existe une trentaine d'algorithmes pour assister le trader. Les algorithmes les plus récents offrent des stratégies décisionnelles. Le trading algorithmique se compose de deux activités. D'abord, les opérations de bourse assistées par des algorithmes qui anticipent et favorisent les opportunités de bénéfices en informant le trader par des graphiques, des alertes et des traitements automatiques. Et ensuite, le trading automatisé qui utilise des automates comme agents autonomes effectuant des transactions selon des algorithmes et des stratégies paramétrées à l'avance. La Banque des règlements internationaux estime que plus de 50% des volumes d'échange de devises est désormais fait par voie électronique. Le gouvernement décidera donc, dès le premier jour de sa nomination, du contrôle d'échange pour permettre la suite des opérations, notamment la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Un simple décret suffit. Passons maintenant au contrôle des mouvements de capitaux. Les mouvements de capitaux sont liés aux échanges de devises, mais ils ne sont pas de même nature. Les mouvements de capitaux désignent toutes les opérations ci-dessous que je vais lister lorsqu'elles sont transfrontalières, autrement dit lorsqu'elles sont réalisées entre des agents économiques de pays différents. Les investissements directs étrangers, les IDE, qui concernent la création ou le rachat d'une société ou une prise de participation importante, les investissements ou les achats immobiliers, les investissements mobiliers, c'est-à-dire l'achat d'actions, d'obligations, de parts de fonds communs de placement, les crédits et les prêts, et les autres opérations avec des établissements financiers, y compris les transactions à caractère personnel, comme les dots, les legs, les dotations, etc. La libéralisation des mouvements de capitaux a conduit à des crises financières d'une ampleur inégalée. D'abord dans les pays émergents comme la Corée, l'Indonésie, la Russie, puis en 2007 dans les pays développés. Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie, écrivait ainsi à propos de la crise asiatique de 1997-1998, je cite, « Les semences de la catastrophe avaient déjà été plantées. Au début des années 90, les pays de l'Asie de l'Est ont libéralisé leurs marchés financiers et des capitaux, non parce qu'ils avaient besoin d'attirer plus de fonds. Les taux d'épargne atteignaient déjà 30% du PIB au plus dans ces pays, mais en raison d'une pression internationale, incluant celle du département du Trésor américain. La libéralisation des marchés de capitaux a provoqué un immense détournement de l'activité des services bancaires au détriment de l'activité productive. Le combat contre la spéculation est devenu un problème aujourd'hui majeur pour remettre l'économie réelle sur des bases saines. Le contrôle des mouvements de capitaux a donc pour but de remettre le système bancaire au service de l'économie réelle. Cela donnera une prévisibilité de l'horizon économique et une stabilité à un développement plus harmonieux. Pour y parvenir, il n'y a pas d'autre solution que de mettre un terme au chaos financier international. Chacun des 4 principaux marchés financiers doit faire l'objet de mesures spécifiques
Le marché des actions, il faut limiter la détention d'actions dans les entreprises cotées ou non par les non-résidents, les sociétés à bénéfices limités, les autorisations préalables à l'achat de participations ou de blocs d'actions. Contrôle du marché d'échange, c'est ce que j'ai vu précédemment. Les marchés dérivés, contrôle et limitation des systèmes de hors-bilan. Le marché obligataire, limitation des ventes de titres aux non-résidents, fermeture du marché obligataire public. En brisant les marchés financiers sur son territoire, le gouvernement français donnerait un signal universel. Dans la prochaine vidéo, la numéro 16, je traiterai de la reprise en main de la Banque de France.